La question de la souffrance des animaux sauvages, ça fait un moment que, en particulier au cahier antispéciste, on avait dit bon, on est contre la consommation de la viande, mais pour la même logique pour laquelle on devrait être contre la prédation. Alors, il est bien évident que on commence par soi-même quand on veut appliquer quelque chose, enfin c'est plus facile, en tout cas en l'occurrence. Donc militer pour l'abolition de la consommation de viande, mais que la question de la prédation n'est pas à l'abri et que moi en particulier, je suis tout à fait pour l'intervention dans la mesure du possible dans la nature. Mais ça, c'est une question qui est d'ordre éthique. Ce que j'ai pensé, c'est qu'on soit d'accord ou pas avec l'idée d'intervention de la nature, dès lors qu'on est animaliste, si on est animaliste parce qu'on se préoccupe de la souffrance des animaux dans les abattages, dans les élevages, dans la chasse, il n'y a pas de logique à ce que la souffrance des animaux dans la nature, alors je parle la souffrance des animaux sauvages au cours des processus naturels, c'est-à-dire pas seulement la chasse, pas seulement sous la main des humains, mais sous la main, enfin disons, indépendamment des humains, il n'y a pas de raison que cette souffrance-là soit hors champ. Alors, au cahier antispéciste, on abordait ça beaucoup sous l'angle de la prédation, de la contestation de la prédation. Depuis quelques années, se diffuse, se développe la réflexion sur la souffrance des animaux sauvages, dont la souffrance causée par la prédation, mais pas seulement par la prédation. Ici, j'ai mis un peu exprès un bébé mammouth pris dans de la boue, probablement, en tout cas noyé dans une rivière ou de la boue, il y a 40 000 ans, qui avait un mois, donc qui n'est pas mort de la prédation, mais qui est mort de processus naturels, entre guillemets, en tout cas pas sous la main des humains. Qui est mort, non seulement la mort du bébé mammouth, mais on peut imaginer aussi ce que ça a pu faire aux parents ou au moins à la mère dans ces conditions. Donc un exemple de souffrance qui n'est pas due aux humains et qui n'est pas non plus due à la prédation. Donc j'ai bien précisé souffrance causée par les processus naturels, dits naturels. Il y a plein de types, la prédation, les maladies qui peuvent être aussi douloureuses chez des non-humains que chez des humains, et il y a un mythe qui est que les animaux sont forcément sains parce qu'ils sont dans la nature. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent que les cancers sont quelque chose dû aux méfaits des poisons inventés par l'industrie chimique. Bon, il y a de ça, mais la réalité est que les cancers existent au moins chez les vertébrés, je crois, depuis plusieurs centaines de millions d'années. Donc maladie, faim, soif, ça c'est bien évident que ce sont des événements extrêmement fréquents dans la nature, les intempéries, et ça c'est pas seulement des causes de mort, c'est des causes de grande souffrance aussi. Frustration sexuelle et sociale, les animaux ne sont pas simplement des robots mécaniques qui auraient de la douleur, mais aussi des sentiments qui peuvent être différents des sentiments humains, mais en tout cas comprennent très souvent une grande part de frustration, de peur et de terreur, et évidemment les accidents. Et un peu mon idée, c'est que tout ça, c'est même pas mon expression à moi, je n'ai pas trouvé qui l'a dit, mais c'est un point aveugle, c'est-à-dire quelque chose où on regarde, c'est comme si on a un éléphant dans la salle, on voit tout sauf l'éléphant, parce que bon, il y a des raisons de ne pas vouloir voir l'éléphant. Le mouvement animaliste ne parle pratiquement jamais de souffrance des animaux sauvages, voire idéalise la nature et ne veut pas parler de souffrance des animaux sauvages, de peur de donner des arguments à ceux qui disent oh, ben, finalement l'élevage c'est pas pire que ce qui se passe dans la nature, ce qui à mon avis est vrai mais n'est pas un argument. Mais bon, je préfère rester au descriptif de ce qui se passe réellement pour les animaux sauvages. Donc le mouvement animaliste, c'est le raisonnement que je vous ai dit tout à l'heure, on se préoccupe des animaux parce qu'ils sont sentients. Les animaux sauvages sont sentients autant que les animaux victimes des humains. La souffrance, c'est de la souffrance, quelle que soit la cause de la souffrance. Je veux dire, un médecin qui reçoit quelqu'un qui souffre de cancer, il ne va pas dire « Bon, toi, tu es victime de l'amiante, je te soigne ».
toi tu es victime de radioactivité naturelle, je ne te soigne pas. C'est la souffrance du patient, la souffrance et l'atteinte à la vie du patient qui sont la cause de la préoccupation du médecin, pas la cause de cette souffrance. Et cette souffrance est aussi grave quelle que soit la cause. Le mouvement animaliste, pourtant, ne se préoccupe que de la souffrance des animaux victimes des humains, et même, je dirais que la plus grande partie des animalistes sont dans la négation de la souffrance des animaux sauvages. Alors évidemment, il y a une première chose qui vient à l'esprit, c'est l'idée qu'on n'y peut rien, mais ne pas justifier n'implique pas de ne pas savoir. Aussi, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on n'y peut rien. C'est un peu une attitude a priori qui ne se justifie pas. Je pense aussi qu'il y a un certain devoir de savoir, c'est-à-dire ce sont des êtres sentients comme nous, et savoir au moins ce qu'ils vivent, avoir au moins une idée de ça, ne pas le nier. Il y a un côté solidarité simplement avec ces animaux, de le savoir, donc sortir du négationnisme, de la souffrance des animaux sauvages. J'ai noté aussi la mythologie pré-darwinienne et le faux darwinisme, j'y reviendrai. Il y a une conception de la nature et de la vie sauvage qui date certainement d'avant Darwin. Je veux dire, on est pétri d'idéologie chrétienne sur la beauté de la nature, sur la création. Dieu a dit que c'est bon. Et toute notre imagerie, bien que Darwin ait apporté des éléments, les premiers éléments de réelle compréhension des processus de l'évolution, les idées, les tendances psychologiques pré-darwiniennes persistent de manière extrêmement forte et souvent déguisées comme étant du darwinisme. Je veux dire, les gens qui parlent d'adaptation souvent parlent de l'adaptation comme étant un truc qui amène l'animal à être tout baigne, quoi. Alors que l'adaptation c'est un concept darwinien, mais c'est pas un concept darwinien qui veut dire tout baigne. C'est loin de là. Donc, alors, bon, tout ça qui s'appuie sur tout un tas d'idées. Je dis entre les yaourts nature avec machin qui montre à quel point la nature c'est beau, la beauté esthétique de la nature. Je vous ferai voir des exemples de ce que je vois comme à la fois de la propagande et de l'auto-persuasion. L'idée que la vie est belle. Je pense aussi que plus on va et que plus il y a de progrès, et de progrès pour les humains et qui sont heureux, plus on oublie la réalité de la souffrance, c'est-à-dire la vie est belle. Pour certains humains aujourd'hui, et parmi les plus fortunés, on a la sécurité sociale en France. Je pense que c'est pas tous les pays où on a la sécurité sociale, déjà aujourd'hui. Pour les humains, la sécurité sociale veut dire vous souffrez beaucoup, vous allez dans un service d'urgence, c'est pas toujours optimal, mais enfin bon, quand même, on essaye de faire que vous souffriez moins, on essaye de faire que vous surviviez. Pour les animaux sauvages, zéro, quoi. Les rages de dents, il n'y a pas de dentiste il n'y a pas de Doliprane pour les animaux sauvages. Tout ça fait que, malheureusement, cette image de la nature belle, moi j'ai tendance à dire que c'est pas évident que globalement, au total, la nature soit une chose bonne et que la vie soit une chose bonne. Il y a un discours, j'ai dit pro-vie, c'est un peu provoque, mais bon, c'est quand même le terme qui convient, c'est-à-dire de dire que forcément, vie égale bien. Quand on voit la souffrance que ça implique, je ne sais pas si vie égale bien. Je préfère le penser, mais je ne suis pas sûr de le penser. Et conséquence de ça, par exemple, si on transforme une belle forêt vierge en terrain d'autoroute, évidemment tous on dit c'est dégueulasse. Moi, objectivement, au niveau de la totalité de la souffrance, je ne suis pas totalement sûr. Un autre point qui est souvent mis en avant par certaines personnes qui réfléchissent à la souffrance des animaux sauvages, c'est que si on colonise d'autres planètes, si on colonise la Lune, c'est super, on va trouver à établir un écosystème là-bas, ça fera des jolies plantes, mais que ça veut dire aussi exportation de la souffrance. Et que quand on dit on n'y peut rien, on y peut peut-être déjà des choses à travers
la précaution et la conscience de ce qu'impliquent des actes qui peuvent être mauvais. Là j'ai mis un joli dessin, j'aime bien, le monde est beau et globalement positif, c'est sûr que ce bonheur il existe dans la nature, hein. Je ne le nie pas, enfin, c'est du Disney, mais ça représente quand même aussi une réalité, mais une réalité qui n'est pas toute la réalité. Ici on a un exemple de discours qu'on trouve sur les forums, discours animalistes de la part d'animalistes. Donc ici, dommage qu'on ne puisse pas classer l'être humain en haut de la liste des nuisibles. La seule espèce nuisible, c'est l'être humain. C'est-à-dire l'idée que la nature, c'est beau, c'est bien, et que les humains, ce qui est artificiel, est mal. Moi, je pense que le mal créé par les humains, c'est entièrement dans la continuité de la prédation et du comportement qu'ont les animaux depuis 600 millions d'années à peu près qu'il existe des animaux, et que c'est justement une innovation de l'espèce humaine d'être capable de commencer à penser à sortir de la prédation, à sortir de ce comportement extrêmement générateur de souffrance et qui est celui de tous les animaux depuis qu'ils existent. Alors ici une citation qui va dans le sens de ce que je dis, c'est une citation d'un chien fictif dans une histoire par un certain Nick Bostrom, mais ça traduit, je pense, la pensée de l'auteur. Donc beaucoup d'humains voient la nature d'un œil d'esthète, ils réfléchissent en termes de biodiversité et de santé des écosystèmes, tout en oubliant que les animaux qui habitent ces écosystèmes sont des individus avec leurs propres besoins. La maladie, la faim, la prédation, l'ostracisme et la frustration sexuelle sont endémiques au sein des écosystèmes dits en bonne santé. Le grand tabou dans les mouvements pour les droits des animaux est que la plus grande part de la souffrance est due à des causes naturelles. Alors ici, je vais vous montrer un film, ça permettra de souffler un peu. C'est un film que j'appelle de propagande, qui a beaucoup circulé sur Internet, qui est très beau à regarder quelque part. Comme un film de propagande peut souvent être très beau. C'est un film sur ce qui a été fait de réintroduire des loups dans le parc de Yellowstone aux États-Unis en 1995, après 70 ans d'absence de ces loups. Alors vous percevrez la voix exaltée sur ce qui a été merveilleux quand on a réintroduit ces prédateurs dans l'écosystème qui a repris vie, parce que les cerfs faisaient trop de dégâts, parce qu'ils se multipliaient trop, et donc les loups ont permis de limiter les cerfs dans cet écosystème. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ce qui est dit dans ce film est de la propagande et que beaucoup de choses qui sont dites sont très contestables à divers niveaux, mais je veux justement vous fassiez attention à cette voix exaltée et à la prétention aussi de scientificité du film. Il y a d'autres points que j'ai notés ici dans le film: la confusion entre espèces et individus, l'absence de considération pour la souffrance des proies, l'éloge de l'écologie de la peur, c'est-à-dire du fait que, à cause de la terreur éprouvée par les cerfs, terreur qui les amène aussi à souffrir de la faim, donc c'est pas que prédation directement, mais c'est aussi cette terreur, à cause de la terreur, donc les cerfs se cantonnent à certains endroits de Yellowstone, et que c'est ça aussi qui amène à permettre la repousse d'un certain nombre de plantes. Donc, et assez explicitement, il vante dans ce film l'écologie de la terreur. Je fais référence à un article des Cahiers Antispécistes récemment, qui est une traduction d'un texte de Oscar Horta, Éthique de l'écologie de la peur versus paradigme antispéciste. Voilà, et donc je vais vous passer le film. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995.
Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Bon, j'arrête là. Donc, le reste, c'est le même ton, la même tonalité, ça apporte pas grand-chose de le voir. Donc, on a vu à quel point la nature est décrite comme belle. On a vu à quel point donc, cette richesse en elle-même est vue comme une chose merveilleuse, la notion de biodiversité, et à quel point on passe entièrement sous silence la souffrance des habitants eux-mêmes. Ce qui importe, c'est sorte d'hymne à la vie, mais pour la vie, quoi. Bon, je reviendrai un petit peu sur... vous verrez le contraste, disons, entre ça et certaines réalités qu'on montre un peu moins. Alors, une chose importante, c'est les nombres. C'est difficile d'avoir des nombres exacts sur les animaux sauvages. Ce que je veux vous faire voir ici, c'est qu'ils sont plus nombreux que les animaux élevés par les humains, élevés et touchés par... victimes des humains. J'ai pris sur un site de Brian Tomasic. Donc, victimes des humains, en comparaison, l'élevage, c'est en milliards. Hein. L'élevage, c'est, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc c'est 24 milliards d'animaux qui sont victimes qui sont à chaque moment, il y a 24 milliards d'animaux dans l'élevage. On donne souvent le chiffre de 60 milliards, mais c'est 60 milliards qui sont tués par an. La plupart de ces animaux dans l'élevage sont des oiseaux et donc qui vivent moins d'un an. C'est pour ça que à chaque instant, il y a à peu près 24 milliards. La pêche, c'est 1000 à 3000 milliards. C'est un chiffre complètement époustouflant de victimes de la pêche par an. Oui, là, c'est un peu... c'est pas très cohérent parce que là, c'est le nombre d'animaux pêchés par an, alors que l'élevage, c'est le nombre d'animaux qui existent à chaque instant. Donc, ça donne un ordre d'idée. Pour ce qui est des animaux sauvages, donc qui sont dans la nature sauvage, les oiseaux, c'est entre 60 et 400 milliards, donc c'est l'estimation faite par Brian Tomasic, donc qui est déjà, c'est nettement supérieur au nombre d'oiseaux, c'est au moins 3 fois plus grand que le nombre d'oiseaux, et peut-être 20 fois, si je calcule bien. Les mammifères terrestres, il a estimé entre 100 et 1000 milliards d'animaux terrestres vivant à chaque instant. Je pense que c'est surtout des petits mammifères terrestres, c'est des petits mammifères, genre souris et autres. Les reptiles terrestres, il y en aurait entre 1000 et 10 000 milliards. Les amphibiens terrestres, la même chose, même chiffre. Les poissons, plus de 10 000 milliards de poissons qui existent à chaque instant.
Les insectes, c'est entre 1 milliard et 10 milliards, 2 milliards. C'est-à-dire, ce chiffre-là, c'est pas le nombre d'insectes, c'est le nombre de milliards d'insectes. Le zooplancton, c'est entre 1 milliard et 1000 milliards de... Non, alors, il y a un problème dans les chiffres que j'ai mis en dessous. Non, quand j'ai mis ça, ça sera part des insectes, il faudra que je corrige. Mais c'est bon, en tout cas, c'est des chiffres qui sont époustouflants. Et les nématodes, qui sont des vers ronds, qui sont pour beaucoup des vers parasites, mais aussi qui peuvent être libres, qui ont un système nerveux. Là, ce chiffre, si je le lis bien, c'est 10 000 milliards de milliards. Voilà. Donc, ces chiffres sont largement supérieurs à ceux qui sont aux chiffres des victimes des humains. La question, évidemment, en tout cas d'un point de vue d'un animaliste, c'est lesquels sont sentients, lesquels ressentent quelque chose. Pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles, il n'y a pratiquement pas de doute. Pour les poissons et les amphibiens, je pense qu'il y a peu de doute. Évidemment, il y a toujours la question de à partir de quand, ce qui est important, parce que, comme on le verra, il y a beaucoup plus d'animaux jeunes que d'animaux adultes. Est-ce que les têtards sont sentients? Est-ce qu'ils sont sentients dès la naissance, avant la naissance? Bon, c'est une question qu'on ne sait déjà pas résoudre pour les humains, mais pour les amphibiens, je pense qu'on ne sait pas. Pour les invertébrés, il y a au moins les céphalopodes, c'est-à-dire les poulpes, et d'autres animaux comme ça, les poulpes, les calamars et tout ça, qui sont... Enfin, ce sont des animaux très intelligents, même, on le sait très bien, donc ils sont sentients. Moi, je pense que les insectes sont probablement sentients. Bon, et j'ai mis des points de suspension parce que, évidemment, il y a les nématodes, est-ce qu'ils sont sentients? Ça, franchement, j'en sais rien. Je soupçonne qu'ils le soient, mais voilà, donc j'ai mis cette question de la comparaison avec la prédation des humains n'est qu'une petite partie de la prédation en général. Les insectes que je mentionne, qu'on ne sait pas s'ils sont sentients, mais mettons qu'on dit seulement il y a 5% de chances qu'ils soient sentients, comme ils sont tellement en nombre énorme, ça pose un problème éthique quand même. Je veux dire, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas, comment ça s'appelle, la planète de la mort là, dans Star Wars, là, qui va détruire une planète. Vous dites qu'il y a 5% de chances pour que la planète soit habitée par des milliards d'humains. Bon, ben, c'est pas parce que c'est probable qu'elle ne soit pas habitée que ça n'a aucune importance éthique de détruire cette planète, puisque il y a je pense que le raisonnement éthique devrait prendre en compte la probabilité multipliée par l'importance intrinsèque du fait, et que même s'il n'y a que 5% de chances que les insectes soient sentients, et non seulement il faut multiplier par le nombre, mais il y a la question des milliards, des millions d'années, des centaines de millions d'années de souffrance que représente cette prédation, et que continuera à représenter cette prédation si personne n'y fait rien. C'est-à-dire, on dit c'est super, il faudrait que l'humain disparaisse et que la nature reprenne ses droits, mais ça veut dire que pendant des milliards d'années, probablement, cette souffrance se poursuivra. Bon, et évidemment, face à ça, il peut y avoir différentes positions éthiques. Il est clair que ces animaux victimes de la prédation et d'autres choses, ben, ils meurent, donc ça fait la mort. Est-ce que la mort est une chose très grave? Moi, j'ai tendance à penser que non. Je pensais que c'est la souffrance qui est la chose grave en soi, mais alors, pratiquement tout le monde, parmi les animalistes, accepte que la souffrance et la joie, et le plaisir, sont des choses importantes au niveau éthique. Il y en a qui pensent que la mort est un mal en soi, d'autres que non. Mais je note quand même que si la mort est une tragédie, chaque instant, il y a à peu près 100 milliards d'insectes qui meurent à chaque seconde. Donc ces tragédies-là sont à cette échelle-là. Bon, pour rentrer un peu dans le détail de cette souffrance, je pense qu'il faut parler des mécanismes de l'évolution, de pourquoi les choses sont comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses. Je vous ai dit que des idées pré-darwiniennes sur comment se passe l'évolution comme étant un processus qui irait pour le bien de tout le monde. Le premier point que je vais noter, c'est un point assez technique, mais qui est assez intéressant de savoir parce que c'est assez facile à comprendre. Sur la R-sélection, c'est ce qu'on appelle
On parle de air sélection, c'est un terme de génétique des populations, enfin d'évolution des populations. Là j'ai mis une jolie photo, la canne avec, je crois que j'ai compté 12 canetons derrière, c'est attendrissant. Mais si on pense que même si la canne ne fait qu'une portée en toute sa vie, elle a 12 enfants, en moyenne, sur les 12, il y en a 2 qui vont survivre jusqu'à pouvoir se reproduire eux-mêmes. Donc ça, c'est 12 enfants, clac, mort. C'est clac, mort de causes diverses. Je ne sais pas si c'est la vague qui va les emporter ou si c'est un oiseau prédateur ou la faim ou qui vont se tuer entre eux, parce que souvent ça arrive entre les petits des oiseaux. Mais en tout cas, ils vont y passer. Alors, ce que c'est que la air sélection, ça s'oppose à ce qu'on appelle la K-sélection. En voyant les choses par notre lorgnette d'humain bien privilégiée dans ce contexte, nous on est une espèce qui se reproduit très typiquement par la K-sélection. Ça veut dire qu'on fait peu d'enfants et qu'on les soigne et qu'il y a une probabilité élevée qu'ils arrivent à se reproduire eux-mêmes. Donc on dit, oui, le taux de reproduction à la nativité, il faut qu'il y ait 2,1 ou je sais pas, enfants par femme. C'est un chiffre très faible, très proche du chiffre théorique qui serait 2 enfants par femme pour arriver à maintenir le même nombre de l'espèce. Par contre, il y a la plupart des animaux, leur stratégie, c'est pas de faire peu d'enfants et de les soigner, c'est d'en faire énormément. Et d'espérer qu'en moyenne, il y en aura 2 qui survivront jusqu'à la maturité. L'exemple, il y a un exemple extrême, c'est les arbres. Hein. Vous voyez le nombre de graines que fait un arbre dans son existence, dont en moyenne 2 feront, ou même 1, puisque chez les arbres, souvent, il y a l'arbre a les 2 sexes. Donc une seule graine fera un autre arbre. D'autres exemples que je donne de air sélection, c'est-à-dire de reproduction avec un grand nombre d'enfants, les poissons, les grenouilles. Je ne sais pas si vous avez vu le monde de Nemo au début, on voit il est là avec tous ses œufs devant lui, il discute avec sa femme de comment ils vont les appeler, quoi. Bon, c'est un peu une sorte de paradoxe de combinaison entre les deux points de vue, c'est-à-dire se soucier de chaque enfant et en avoir des milliers. C'est évident que c'est impossible. Et d'ailleurs, dans le monde des Nemo, ils sont tous bouffés immédiatement, les œufs. Il n'y en a qu'un qui survit. Dans les faits, les poissons, ils s'en fichent de leurs enfants. Leurs enfants naissent, ils ne les connaissent même pas, et souvent ils les bouffent eux-mêmes, comme ils bouffent n'importe quoi d'autre qui passe par là, quoi. Et voilà, bon, j'ai mis les exemples extrêmes de cas sélection. Hein, c'est les primates dont nous sommes, les éléphants, les baleines, les manchots, donc ça existe, la cas sélection, mais c'est assez minoritaire dans le monde vivant. Là, j'ai mis une jolie photo de têtards de grenouilles. Je ne sais pas si c'est les têtards nés d'une seule grenouille, mais enfin bon, c'est bien possible. Et ils sont par centaines ou par milliers. Alors bon, j'oppose cas sélection et air sélection, évidemment, il y a une continuité entre les deux, mais il y a une majorité de air sélection, ce qui fait que pour la majorité des animaux dans le monde, la vie typiquement d'un animal, c'est de naître, de souffrir et de mourir rapidement. Donc la vie est courte et misérable, et elle se termine dans la faim, la maladie, le démembrement par un prédateur. Bon, sans parler, ce qui est un peu hors sujet par rapport à ce que je dis là, mais que même ceux qui survivent jusqu'à se reproduire, la faim est souvent terrible. Et on pense aux humains chez qui, ouais, c'est super, la nana a réussi à se reproduire, du point de vue évolutionnaire, c'est super, enfin elle est morte en couche. Enfin, à une époque, c'était extrêmement fréquent, c'est encore fréquent aujourd'hui, donc c'est pas parce qu'on a réussi à se reproduire que tout baigne. Petite comparaison avec l'élevage, il y a une campagne récemment très émouvante de L214, je ne la cite pas pour la critiquer, mais pour dire que quand L214 montre une vache qui dit son rêve c'est de voir grandir son enfant, et ben en tout cas chez la plupart des mammifères sauvages, ce rêve-là aussi, il est frustré autant que chez la vache. Donc j'en arrive au darwinisme. Pour préciser des choses par rapport au darwinisme, qui est la théorie scientifique admise aujourd'hui, enfin il y en a qui la contestent, hein, qui sont créationnistes,
moi je suis darwiniste, et en tout cas la science aujourd'hui pratiquement reçue partout, c'est le darwinisme comme mécanisme unique, et mécanisme unique veut dire que c'est pas juste le darwinisme avec un coup de pouce de la nature qui irait dans un sens pour rendre les choses belles. Hein. C'est le darwinisme, c'est les mutations apparaissent au hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention dans les mutations, et les mutations se répandent si et seulement si elles augmentent la probabilité de reproduction, ce qui n'implique pas qu'elles font le bien, c'est simplement augmentation de la probabilité de reproduction. Et comme Dawkins, qui est un biologiste très, très célèbre qui a beaucoup écrit là-dessus, il faut se défaire de l'idée que ce qui amène un gène à se répandre, c'est que ce gène est bénéfique pour l'espèce, ou qu'il serait bénéfique pour l'individu, et même pour le gène qui se répand, c'est le gène qui est entre guillemets bénéfique pour le gène lui-même. Je dis entre guillemets parce que le gène il ressent rien, il n'y a pas de bien, mais en réalité ce qui amène le gène à se répandre, c'est le fait que le gène ait des caractéristiques telles qu'il se répande. Ça se limite à ça, il n'y a pas de bien là-dedans en fait. Dawkins a parlé du gène égoïste, mais surtout le gène égoïste, ça signifie le gène qui ne se préoccupe de rien, qui ne se préoccupe pas des autres, qui ne se préoccupe ni des autres ni de lui-même, il n'est pas là pour quelque chose. J'entends toujours dire par exemple, nous sommes faits pour manger de la viande, nous sommes pas faits pour manger de la viande, mais les gens qui disent ça, ils ont l'impression de parler en termes scientifiques, mais ce n'est pas des termes scientifiques, on n'est pas fait pour quoi que ce soit. En tout cas, selon les théories modernes de l'évolution. Sur la notion de pression de sélection, je donnerai quelques exemples. Pression de sélection, ça veut dire simplement que dans un environnement donné, cet environnement est tel que une mutation, par exemple une mutation qui augmente la taille, ou une mutation, par exemple le cou de la girafe, dans un certain environnement, un gène qui augmente la longueur du cou de la girafe permettait aux porteurs de ce gène de mieux se nourrir en atteignant les branches plus hautes, et donc ils avaient plus de descendance, et donc ce gène s'est petit à petit répandu dans la population, et de mutation en mutation qui augmentait la longueur du cou, le cou est devenu celui de la girafe. C'est une pression de sélection dans une certaine direction, mais c'est parfaitement mécanique. Un exemple d'adaptation darwinienne, donc sous cette pression de sélection, c'est celui que donne Dawkins sur les éléphants de mer, qui sont tels que il y a autant de mâles que de femelles. Les éléphants de mer, c'est des espèces d'énormes phoques. Il y a autant de mâles que de femelles, un sexe ratio, donc on dit de 50-50, et pourtant 90 ou 95% des mâles ne se reproduiront jamais et resteront en marge, tout seuls, à regarder le mâle privilégié qui a réussi à conquérir ce qu'on appelle un harem. Le terme n'est peut-être pas très bienvenu, mais c'est celui qu'ils utilisent, c'est-à-dire un ensemble de 10 à 20 femelles, et c'est ce mâle seul qui se reproduira dans sa vie. Les autres, la plupart des mâles, ne se reproduiront jamais, et non pas non plus les satisfactions qui vont avec. Et ça s'explique par un mécanisme de pression de sélection sur les gènes. Si on réfléchit à ça, si on regarde ça du point de vue du bien de l'espèce, entre guillemets, on se dit que c'est une absurdité. C'est-à-dire que pourquoi produire 95% de mâles qui ne servent à rien pour la reproduction de l'espèce et qui en plus vont bouffer des poissons qui vont appauvrir les ressources disponibles pour les mâles qui vont se reproduire. Ça n'augmente en rien la survie de l'espèce. Du point de vue de l'immense majorité des mâles, ça implique une vie de frustration. C'est pas pour le bien des mâles non plus. Il y a une explication à ça, et qui explique que chez la plupart des espèces animales, il y a un sexe ratio de 50-50, alors que dans la plupart des espèces animales, en réalité, les mâles sont largement inutiles, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un mâle pour 20 femelles, y compris chez les humains, et la reproduction pourrait se faire. Du point de vue de la perpétuation de l'espèce, il vaudrait largement mieux
chez pratiquement toutes les espèces, qu'il y ait nettement plus de femelles que de mâles, parce que les femelles ont un investissement corporel, c'est même la définition biologique de la distinction mâle-femelle, c'est que les femelles s'investissent beaucoup dans la reproduction, alors que les mâles se contentent de donner leur gène à travers leur sperme, qui leur coûte très peu en termes de ressources. Et il y a un principe de Fischer qui explique pourquoi, de fait, malgré ce fait qui serait avantageux, entre guillemets, pour l'espèce d'avoir beaucoup plus de femelles que de mâles, pratiquement dans toutes les espèces, il y a quelques exceptions qu'on peut expliquer, mais sinon, la règle, c'est qu'il y a un sexe ratio de 50-50 à peu près. Ça peut s'expliquer si on réfléchit. S'il y avait beaucoup plus de femelles que de mâles, eh ben, un gène qui amènerait un individu à avoir plus de mâles que de femelles dans sa descendance, eh ben, il aurait énormément de succès, parce que chacun de ces mâles se reproduirait beaucoup, aurait beaucoup de descendants. Et donc, ça tendrait à ramener, donc ce gène se répandrait, ce gène qui favoriserait un grand nombre de mâles se répandrait dans la population jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre de 50-50. Si on réfléchit à ce mécanisme aveugle, mais dont le résultat, c'est que le sexe ratio stable, dans pratiquement toutes les espèces animales, c'est 50-50. Je cite ça simplement pour vous montrer que cette évolution ne se fait pour le bien de personne et n'aboutit souvent au bien ni de l'espèce, ni de l'individu, ni même du gène. Ça peut arriver que les gènes ils se tirent une balle dans le pied d'une certaine façon, quoi. Un autre exemple, là c'est pour mettre en contraste le bien de l'espèce et le bien de l'individu. C'est dans un environnement, c'est un environnement humain, et dans l'environnement humain d'élevage et de sélection des poulets, la réalité c'est qu'on était arrivé à une espèce qui a un succès énorme en termes de nombre d'individus, c'est-à-dire que les poulets représentent entre 5 et 30% des oiseaux qui existent sur Terre aujourd'hui à chaque instant, et pourtant ce sont tous des individus qui ont évolué vers une situation d'énorme souffrance. Je ne sais pas si vous savez, les poulets de chair en particulier grandissent extrêmement vite, ont très très vite des problèmes cardiaques et de fractures osseuses, mais de toute façon les zigouillent à un âge très tôt. Les quelques individus qu'on garde pour la reproduction, on est obligé de les affamer pratiquement pour qu'ils arrivent à survivre et ne pas mourir sous leur propre poids du fait de cette croissance complètement folle qu'on leur a mis dessus. Donc les mythes darwiniens, ces mythes naturalistes sur l'évolution, qu'elle se ferait dans le sens du bien de l'espèce et donc de ses membres, on vient de voir que ce n'est pas la même chose. Autre mythe sur lequel je vais revenir maintenant, c'est sur le fait que la mort par prédation serait peu douloureuse. Je pense que c'est exactement le contraire qui est la règle. Je note aussi ici le simple fait du piégeage des mots. Quand on parle d'écosystème, c'est pas neutre. Dedans, on met toute la force de l'idée de système, de quelque chose d'organisé, qui aurait été organisé. Ça n'est pas organisé, c'est quelque chose qui a évolué, qui est arrivé à un certain nombre d'équilibres, mais comme n'importe quoi, au bout d'un certain temps, arrive à des équilibres. Mais ce n'est pas un système, c'est-à-dire quelque chose d'intentionnel qui serait organisé. Donc la mort par prédation, dont je vous ai dit, c'est qu'un exemple de manière de mourir. Donc un fait, c'est que ce mécanisme de pression de sélection n'a aucune raison de produire une anesthésie de la proie déjà. Souvent j'ai entendu dire « mais la gazelle elle est sous le choc ». Et sous le choc, donc elle est... bon, c'est désagréable, enfin il y a des endorphines, enfin il y a sûrement quelque chose qui fait qu'elle souffre moins. Je pense qu'il n'y a aucune limite à la souffrance de la proie. Il n'y a aucun mécanisme qui limite la souffrance de la proie, simplement parce que la proie, de toute façon, elle va mourir, quoi. À partir du moment où elle va mourir, la pression de sélection ne peut pas agir sur elle. Donc, elle est en roue libre au niveau sélection, au niveau mécanisme d'évolution. Et pourquoi il y aurait un mécanisme qui se mettrait en place pour lui épargner ses dernières souffrances? Il n'y a aucune raison, et je n'ai jamais vu de
données qui nous diraient que il y a gentille mère nature qui lui fait la picouse salvatrice, enfin la picouse qui va lui de morphine ou quelque chose comme ça. Et d'autre part, l'idée que le prédateur veut tuer sa proie rapidement, ça paraît logique. Le lion, il saute sur la gazelle, il n'a pas envie qu'elle continue à s'agiter trop longtemps, donc le plus simple c'est de la tuer. Mais la réalité, c'est que dans le prédateur, il ne veut pas tuer la proie, il veut la maîtriser rapidement. Il veut rapidement que la proie soit sous son contrôle, qu'elle ne puisse pas s'échapper. Qu'elle meure ou qu'elle ne meure pas, a priori, il s'en fiche. Voilà, la plante carnivore, c'est un bon exemple dans le sens que c'est pas pour dire que les prédateurs sont méchants, hein, là, il s'agit d'une plante, mais l'évolution a amené à l'apparition de ce système où il y a une sorte de vase, les insectes tombent dedans, ne peuvent pas monter, il y a souvent des parois qui sont lisses, et dedans, qu'est-ce qu'il y a? C'est du sucre digestif, donc l'insecte qui est dedans et se fait digérer vivant. Ça prend le temps que ça prend, mais bon, pourquoi hâter les choses? Les hyènes sont connues pour démembrer leurs proies vivantes. On étripe, on se met à plusieurs, on a maîtrisé l'animal et puis bon voilà, on se sert. La lionne qui tue le zèbre par asphyxie, on a l'impression la lionne qui agrippe le cou, c'est forcément rapide, mais ça peut prendre des minutes. Hein. L'asphyxie, c'est un des sentiments les plus terribles à vivre. Le poisson avalé est un poisson maîtrisé, il est digéré vivant à partir du moment où il est maîtrisé. Les baleines d'un fanon, elles avalent une grande quantité d'eau, enfin elles prennent dans la bouche en tout cas, elles recrachent cette eau, donc elles vont vers par exemple un banc de sardines, elles avalent, elles recrachent à travers c'est pas des dents, c'est les fanons, c'est une sorte de grille, des poils qu'elles ont devant la bouche qui filtrent. Donc les poissons restent à l'intérieur, hop, on les avale. Suc digestif, le poisson, les yeux qui commencent à être digérés par l'acide, les écailles, les poissons sont très sensibles au niveau de la peau, j'ai entendu dire. Voilà, c'est un truc qui est un peu anecdotique, mais qui montre que la proie, elle n'a pas un mécanisme qui la préserve de la souffrance. Les reptiles, contrairement aux humains, l'humain, quand on le décapite, je pense que la conscience, elle disparaît dans l'espace de moins de 10 secondes. Chez les reptiles, c'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais bon, peut-être aussi parce que les reptiles sont des animaux à sang-froid. Mais en tout cas, le système nerveux du reptile ne meurt pas immédiatement. Il reste conscient. On voit les yeux bouger, on voit les tentatives, évidemment totalement vaines, de se sauver. Probablement dans la terreur qui dure jusqu'à 1 heure facilement. Alors je ne sais pas des exemples de cas où des reptiles seraient décapités dans la prédation, mais à mon avis ça existe. Hein. Des techniques de chasse par mort lente, c'est-à-dire, bon là il y a un truc qui est souvent cité comme exemple de cruauté, c'est les dragons du Komodo, qui sont des espèces d'énormes lézards qui ont une bouche, paraît-il, pleine de bactéries. On a découvert récemment en plus qu'ils ont un venin. Ils mordent, voilà, ils mordent le buffle ou le cerf, et puis ils le suivent de près pendant quelques jours. Le venin, mais quelques jours, le cerf, de plus en plus, il est incapable de se bouger. Une fois que le cerf il est totalement amorphe, j'imagine même avant qu'il meure, là on se sert. Quoi. Un exemple sur les mécanismes de l'évolution, c'est les venins, et ça j'avais vu une araignée qui injecte son venin. Elle peut mettre un temps non négligeable à régénérer son venin. Donc, si un gène qui ferait qu'il y aurait plus de venin que nécessaire, ben ce gène, il aurait tendance à moins se répandre, puisque il n'amènerait pas l'araignée à pouvoir avoir plus de proies, à pouvoir plus se nourrir et donc faire plus de petits, et au contraire, il amènerait l'araignée à gaspiller inutilement son venin. Donc le venin de l'araignée, quand il est injecté, et j'ai vu des expériences, le venin est calibré sur la vitalité de la proie. Et le venin est injecté de manière à ce que la proie arrête de bouger, arrête de se débattre, pas de manière à ce que la proie meure. Beaucoup d'araignées, en particulier les araignées sur les toiles d'araignées, qui construisent des toiles, ont des venins neurotoxiques, donc qui paralysent. Paralysie, ça ne veut pas dire
insensibilisation. Donc aucune pression de sélection pour un venin qui insensibilise ou tue la proie. Et du côté de la proie, évidemment, comme j'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de raison non plus que la proie ait un mécanisme qui se mette en place pour l'insensibiliser. Et même, il y a souvent des mécanismes dans beaucoup de cas qui amènent à favoriser le fait de garder la proie vivante. Donc, je note les guêpes, enfin c'est un cas assez connu, des guêpes qui pondent leurs œufs dans une larve de chenille, par exemple, les larves de la guêpe se développent dans la chenille, et donc la chenille reste vivante, continue à se nourrir et sert de garde-manger à la guêpe, aux larves de la guêpe. Dans quelle mesure la chenille souffre, je ne sais pas. Dans quelle mesure, déjà elle est sentiente, je ne sais pas, comme je l'ai dit, mais on ne peut certainement pas l'exclure, et on ne peut pas exclure qu'elle souffre. Les miases, c'est des mouches qui pondent dans la chair. Par exemple, les moutons d'Australie, souvent on parle de ce problème, que les mouches viennent pondre dans les replis de peau, et que c'est une douleur terrible. Il y a aussi beaucoup de mouches qui pondent dans les narines et qui vous bouffent de l'intérieur. Vous êtes vivant et vous avez une bonne... Enfin, vous gardez la nourriture bien fraîche pendant que les mouches vous dévorent. Bon, là c'est un peu anecdotique, une certaine musaraigne, c'est une musaraigne géante qui paralyse la souris et qui la dévore petit à petit, qui la ramène et qui la dévore. Les musaraignes sont des mammifères un peu de la taille d'une souris, ou là c'est une musaraigne géante, mais qui sont venimeuses. C'est un des rares cas de mammifères qui produisent un venin. Un cas beaucoup moins anecdotique, on dit « Ah, c'est merveilleux, on réintroduit les ours dans les Pyrénées ». Les ours sont connus pour enterrer leur proie vivante. Par exemple, j'avais vu une anecdote d'une femme en Sibérie enterrée vivante par un ours. Il y avait que sa main qui dépassait. Je ne sais pas comment elle arrivait à respirer, mais en tout cas, elle n'arrivait pas à se libérer. Elle était gravement blessée. Elle a fini par être trouvée et il était clair pour les personnes qui l'avaient trouvée qu'elle avait été enterrée là pour que l'ours vienne se servir quand il aurait faim, quoi. Et l'ensemble des choses que j'ai recherchées ces derniers jours, ça m'a convaincu que la mort lente et douloureuse est plutôt la règle que l'exception dans la prédation. Alors évidemment, il y a chaque cas est un cas particulier. Entre les ours et les insectes, évidemment il y a de la distance, mais à tous les niveaux, on a l'impression que la mort n'obéit vraiment pas à l'idée de mort rapide et peu douloureuse. Là, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est pas une chenille, mais c'est le même type de guêpe. Donc c'est un puceron, donc qui a été infecté par des larves. C'est l'ombre au milieu là qu'on voit. Ce sont les larves de la guêpe qui se développent à l'intérieur d'elle et qui vont finir par la tuer évidemment, qui vont finir par sortir. Je note les autres morts et souffrances, donc la mort par la vieillesse, qui veut souvent dire mort par la faim, par le froid, la perte des dents, sans avoir de dentiste et de choses, noyades, cancer, maladies infectieuses, pas de soins palliatifs pour les animaux sauvages. Et au niveau émotionnel, la peur permanente, la frustration, le deuil. Et là, je refais ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, son rêve, c'est de voir grandir son enfant. Et ben, il y en a peu qui, dans la nature, globalement, j'ai le sentiment que tout ce que les humains font de mal aux animaux existe de manière aussi brutale dans la nature, avec autant de souffrance, et que la prédation que les humains exercent dans l'élevage, dans la chasse, mais aussi dans l'élevage, ce n'est qu'une suite dans la continuité de la prédation qui existe entre animaux depuis quelque chose comme 600 millions d'années. C'est une suite. L'innovation qu'apportent les humains, c'est de remettre en cause cette prédation. C'est-à-dire l'innovation qu'apportent les humains, ce n'est pas leur comportement brutal. L'innovation, c'est justement
déjà la sensibilisation, souvent ratée, mais dans les abattoirs, c'est un début de réflexion éthique autour de ça, et qui, j'espère, ira beaucoup plus loin. Je vais terminer avec quelques images donc, qui vont être difficiles. Il y aura un film difficile, quelques images. Bon, vous restez pas, vous cachez les yeux, je comprends très bien. Et le film il dure 2 minutes 40, quelque chose comme ça, c'est pas énormément long. Je pense, enfin moi quand je l'ai regardé, j'ai trouvé que c'était très long. Donc si vous choisissez de le regarder, je vous suggère de le regarder en essayant de vous convaincre. C'est pas par cruauté envers vous que je montrerai ce film, c'est parce que je pense qu'il faut ça pour sortir de notre négation de la souffrance des animaux sauvages, que c'est une sorte de catharsis quelque part. C'est un truc. Autant on regarde des images d'abattoirs, ça peut parfois être utile de se rendre compte de ça. Maintenant, si vous ne voulez pas le voir, vous pouvez vous cacher. Avant ça, je mets une citation donc, de Richard Dawkins. Le montant total de souffrance dans le monde naturel dépasse l'entendement. Au cours de la minute qu'il me faut pour composer cette phrase, des milliers d'animaux sont mangés vivants, d'autres courent pour leur vie, la peur au ventre, d'autres sont lentement dévorés de l'intérieur par des parasites, des milliers meurent de faim, de soif et de maladie. Dans un univers où règnent les forces aveugles de la physique et de l'évolution, certaines personnes vont se blesser, d'autres vont avoir de la chance, et vous ne trouverez aucune raison, aucune justice à cela. L'univers que nous observons possède précisément les propriétés que nous devrions en attendre s'il n'y a au fond aucun dessein ou modèle, aucun but, aucun mal ni bien, si ce n'est une indifférence aveugle et impitoyable. Alors, il y a 2 images, et puis ensuite le film. La première image, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu, hein, c'est une photographie. On voit mal parce que la personne qui l'a prise a décidé un peu de la flouter pour qu'elle soit moins frappante, mais on voit un éléphant, c'est un bébé éléphant, des hyènes. Et donc, je vous traduis ce qu'il y a, le commentaire du photographe. Donc, ce jeune éléphant a été bloqué dans la boue et a été abandonné par ses parents. Des hyènes l'ont trouvé, ont commencé à le manger vivant. Le jeune éléphant ne pouvait évidemment pas se déplacer, et les hyènes ont commencé à le dévorer par la trompe et l'ont mangé. La plus grande partie de la peau de la tête et de la chair, avant que nous avons finalement réussi à convaincre un garde du parc de tuer le jeune éléphant par euthanasie, quoi. Évidemment, contre toutes les règles qui disent de ne pas intervenir. Ce jeune éléphant a souffert pendant de nombreuses heures avant d'être finalement libéré de son sort tragique. Bon, voilà un autre exemple une grenouille qu'on a trouvée. C'était un pêcheur qui l'a trouvée, donc une grenouille à l'intérieur d'un poisson. La grenouille a sauté dehors et a repris sa vie, mais bon, il est clair que la grenouille allait être digérée vivante par ce poisson. Et maintenant la vidéo.
Voilà, donc ça c'est tout. Et simplement une mention de liens. Enfin, il y en a plein d'autres que je pourrais mentionner, mais bon, les cahiers antispécistes, c'est parce que j'y ai participé. Donc c'est numéro 14 des cahiers antispécistes, on a parlé de la prédation, la question de la prédation. Depuis quelques années, se développe parmi des jeunes philosophes et des jeunes militants, l'idée d'intervenir dans la nature. Il y a David Pearce qui depuis très longtemps développe cette idée. Il y a une différence par rapport à l'approche qu'on avait dans les cahiers antispécistes, c'est qu'ils parlent globalement de la souffrance dans la nature et pas seulement de la prédation. Je pense qu'ils ont raison. Donc on avait un peu tort de se focaliser sur la prédation, même si c'en est une grande partie. Donc je mentionne David Pearce avec son site, Oscar Horta, Katia Faria, Brian Tomasic, enfin il y en a tout un tas. Il y a un groupe Facebook, donc Reducing Wild Animal Suffering, 1350 membres qui ne sont pas tous d'accord sur le fait d'intervenir, mais en tout cas ça commence à être quelque chose qui n'est pas négligeable au sein du mouvement animaliste. Et je disais, y compris parmi des philosophes, hein, il y a Jeff McMahon qui est un philosophe, il y en a plusieurs autres, enfin Katia Faria, Oscar Horta, ce sont des philosophes ou des doctorants qui sont en Espagne, en Galicie, et donc ça commence à prendre de l'ampleur. Et voilà, et enfin, dernière page, donc, quelques remerciements, et en particulier à Brian Tomasic qui vont aider un peu à préparer ça, Timo, Flavien Bascoul, Chico, Dolores Descrados, donc ce sont des personnes qui vont donner des coups de main, et aussi à toutes les personnes du mouvement animaliste qui aident à progresser vers un monde moins brutal, que vous soyez d'accord ou pas avec l'intervention dans la nature. Voilà.